Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors on va changer un petit peu, jusqu'à présent j'ai fait que du jeu de la carte. Alors c'est pas que j'en ai fait le tour, hein, on en fera d'autres, mais j'ai eu envie de changer et de vous parler un petit peu d'enchères. Alors j'ai eu envie d'aborder ce qui est certainement le sujet d'enchères le plus important de tous, de très très loin, c'est la gestion des enchères à 4. La philosophie générale qui doit vous guider lorsque on est tous les quatre à parler. Parce que c'est de loin, surtout en match par 4, ce qui va déplacer le plus de points à la fin de l'année. Hein. C'est pas tel ou tel gadget, telle ou telle convention qui va arriver une fois tous les 36 du mois. Mais par contre, les séquences compétitives où les deux camps parlent, c'est important de savoir jusqu'où on peut monter, comment, etc., etc. Et les gens qui se trompent trop souvent dans ce domaine perdent un nombre de points absolument incalculable à la fin de l'année. Alors, il y a plein de choses à faire, vous allez voir, ça va être assez long. Et on va commencer par une notion qui est importante. On peut se trouver dans trois états d'esprit, je dirais, quand on est en enchère à 4. Alors, le plus simple, c'est tout simplement quand on est en attaque. C'est-à-dire qu'on a les points pour déclarer la manche. Bon. Donc, on va la déclarer comme on aurait fait en enchère à 2. Ça ne va pas changer grand-chose. Donc, indépendamment du nombre d'atouts, la distribution, de tout ce que vous voulez. Si vous avez 25 points d'honneur ou 24 points d'honneur et un fit à cœur, vous déclarez 4 cœurs. Bon. Sans tenir compte du reste. Bon, ça, c'est pas le plus intéressant, évidemment. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est les deux autres notions. Donc, il y a d'abord la notion de sacrifice. Alors, c'est quoi un sacrifice? C'est j'annonce un contrat en sachant pertinemment que je ne vais pas le gagner, mais en pensant que la pénalité, même si je me fais contrer, va me coûter moins cher que le contrat que les adversaires étaient en mesure de gagner. Donc, prenez une séquence comme celle-là, par exemple, un trèfle, vous passez, un cœur, votre partenaire intervient à un pic, l'autre dit 4 cœurs, et vous décidez de défendre à 4 pics. Donc là, vous êtes en position, quand vous êtes faible, de sacrifice. Bien. Alors, il va y avoir une différence assez nette dans ce domaine-là entre le match par 4 et le tournoi par paire. En tournoi par paire, toutes les défenses sont bonnes du moment que 4 cœurs gagnent. Oui, alors, évidemment, il ne s'agit pas d'aller perdre de 800 contre 620, bien entendu. Hein, bon. Mais si 4 cœurs gagnent, mettons on est à égalité de vulnérabilité, que vous fassiez une de chute ou deux de chute à 4 piques, c'est bon, puisque vous perdez moins que le contrat de 4 cœurs. Mais attention, hein, j'insiste bien, si 4 cœurs gagnent, et ça, c'est un truc qui est très important aussi, c'est que c'est pas parce que vos adversaires ont dit 4 cœurs qu'ils vont marquer 620. T'entends, ils chutent 4 cœurs. Oui, bon. Et donc là, si vous défendez avec 4 piques contre 4 cœurs qui chutent, c'est ce qu'on appelle une crème renversée. Et ça, évidemment, sur le long terme, c'est catastrophique. Bien. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très important en match par 4, c'est que, prenons une vulnérabilité égale, donc vert-vert ou rouge-rouge. On ne défend pas, en tout cas c'est mal joué sur le long terme, de défendre à 2 de chute. Alors, pourtant, on perd 300 contre 420 ou 500 contre 620. Donc on pourrait dire c'est bon, parce que j'ai perdu moins que la manche adverse. Mais je vais vous montrer qu'un petit calcul qu'en fait, si vous faites ça trop souvent, sur le long terme, vous allez forcément être perdant. Alors, pour quelle raison? C'est que ce que je viens de vous dire, c'est que c'est pas parce qu'il a dit 4 cœurs celui-là qui va gagner 4 cœurs. Vous voyez? Alors, quand vous défendez, on va prendre rouge-rouge par exemple, vous défendez à 4 piques et vous faites -2. Bon, sachant que vos adversaires ont plus de jeux que vous, s'ils surenchérissent pas à 5 cœurs, ils vont vous contrer. Donc à -2, vulnérable, vous perdez 500. Si les adversaires gagnaient 4 cœurs, ils auraient marqué 620. Donc, on va imaginer que dans l'autre salle, le joueur qui a vos cartes n'a pas dit 4 piques. Il a laissé jouer 4 cœurs. Donc, vous avez perdu 500, de l'autre côté, on a gagné 4 cœurs, 620. Votre équipe a gagné 120 points. 120 points en match par 4, ça fait +3. D'accord? Bon. Alors, la donne d'après, hein, quand la situation se reproduit. Vous redites 4 piques, vous refaites -2, vous perdez 500, mais cette fois-ci, 4 cœurs chutés. Parfois, ça tient pas à grand-chose, hein, un valet, un machin, une coupe. Bon. Alors du coup, de l'autre côté, le type qui n'a pas dit 4 piques à votre place, il a laissé jouer 4 cœurs. Mais là, cette fois-ci, 4 cœurs a chuté. Donc ça a fait 4 cœurs -1. Donc 100.
Et cette fois-ci, l'écart entre les deux tables n'est plus de 120 points, mais de 600. 600, c'est 12. Vous voyez? Alors ça veut dire que quand vous défendez à 4 piques en pensant que vous allez faire d'autres chutes, en fonction de ce que vous savez des circonstances et de votre jeu, quand ça marche, vous gagnez 3, quand ça rate, vous perdez 12. Donc, vous faites un petit calcul d'espérance de gain. Si le contrat de 4 cœurs ne gagne, ne serait-ce que, enfin ne chute, je dirais, ne serait-ce qu'une fois sur 4, d'accord, vous êtes perdant. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faudrait, pour que ça revienne à égalité, c'est qu'au bout de 5 donnes, si vous voulez, le contrat de 4 cœurs est gagné une fois, enfin est chuté une fois sur 5, et vous êtes à égalité. Vous avez gagné 3 fois 3, 4 fois 3, pardon, et vous avez perdu une fois 12. Vous voyez? Donc 4 fois 3, 12, une fois 12, 12. Vous voyez? Or, il est bien évident que dans ce genre de situation, les adversaires ne vont pas gagner 4 cœurs 4 fois sur 5. Hein. Ils vont chuter beaucoup plus souvent que ça. Et donc, à la fin, votre bilan va être très négatif. On va faire un petit calcul très simple. On va imaginer que 4 cœurs gagnent 3 fois sur 5, par exemple. D'accord? Bah, si ils gagnent 3 fois sur 5, vous avez gagné 3 fois 3, plus 9. Mais vous avez perdu 2 fois 12, moins 24. Oui, donc à la fin, vous êtes très très négatif. Donc pour que la défense soit vraiment intéressante, il faut chuter que d'une quand on est à vulnérabilité égale. Parce que là, du coup, ça rétablit l'équilibre, parce que là, 420, cette fois-ci, vous gagnez 9. Vous voyez? Et évidemment, quand vous chutez que d'une à 200, cette fois-ci, quand ça rate, 300, ça fait 7, donc vous perdez que 7. Donc vous voyez que là, évidemment, sur le long terme, même si 4 cœurs chute une fois sur 2, c'est bon quand même, parce que vous êtes quand même positif. Vous voyez, donc ça c'est une notion qui est très intéressante. Alors, si vous êtes vert contre rouge, évidemment, c'est un petit peu différent, parce que là, votre défense à -2, elle est à 300. Donc, 300 par rapport à 620, ça fait 320, 320, ça vaut une 7 aussi, si je me rappelle bien. Donc vous voyez qu'on va être, cette fois-ci, je dirais, à jeu. Donc si c'est 4 cœurs gagnent une fois sur 2, vous êtes à l'équilibre. Vous voyez, donc si 4 cœurs gagnent un peu plus qu'une fois sur 2, votre défense finit par être intéressante sur le long terme. Vous voyez? Bon. Donc ça, c'est une notion qui est très très importante parce qu'on voit très souvent des joueurs qui défendent trop, en fait. Vous voyez? Bon. Et du coup, ils prennent quelques petits bons coups, mais ils en prennent des beaucoup plus chers. Vous voyez? Et donc, à la fin, c'est pas bon. Alors, ce que je viens de vous expliquer n'est pas tout à fait vrai quand on se situe dans une hypothèse de barrage. Alors, c'est quoi la différence entre un sacrifice et un barrage? C'est que un sacrifice, on défend une fois que les adversaires sont à leur contrat. Vous voyez, là, ils étaient déjà à 4 cœurs. Un barrage, on défend préventivement, avant qu'ils aient même eu le temps d'annoncer leur contrat. Donc, une séquence comme celle-là, par exemple, un trèfle, un pique, 2 cœurs. Alors, je rappelle, 2 cœurs, c'est une enchère forte, hein. Bon, donc a priori, ils vont jouer très souvent la manche. Quand vous dites 4 piques ici, vous êtes en situation de barrage. Donc, vous défendez à 4 piques avant même qu'ils aient dit 4 cœurs. Bon. Alors, ça, c'est beaucoup plus efficace. Parce que, vous voyez, ici, dans la séquence en bleu, ils ont eu le temps de s'expliquer, les adversaires. Ils ont eu le temps de se dire qu'ils étaient fit et cœur. Lui, il a eu le temps de dire qu'il avait une main forte, etc. Donc, le joueur qui est ici va prendre la décision de vous contrer à 4 piques ou de surenchérir à 5 cœurs, relativement en connaissance de cause. Ils ont déjà des renseignements sur leur jeu. Là, c'est tout à fait différent, parce que quand l'ouvreur est fit et cœur, quand vous dites 4 piques ici, vous lui mettez une pression terrible, vous voyez? Parce que qu'est-ce qu'il fait avec son fit et cœur? Il l'indique ou il ne l'indique pas? S'il l'indique, il est au palier de 5. Et le palier de 5, c'est toujours un palier dangereux. S'il ne l'indique pas, c'est très embêtant aussi, parce qu'il va camoufler son fit, et ça c'est embêtant, si jamais ils peuvent gagner 5 cœurs. Vous voyez? Donc là, ça peut être intéressant de se mettre à 2 de chute, rouge-rouge ou vert-vert, parce qu'on a un espoir raisonnable de faire sauter les adversaires, c'est-à-dire de les faire enchérir trop haut. Vous voyez? Ce qui est beaucoup moins vrai quand ils ont eu le temps de s'exprimer. Ouais. Donc là, dans cette position-là, ça peut être intéressant de dire 4 piques en pensant qu'on va probablement faire 2 de chute. Ouais. Alors évidemment, de toute façon, on n'a jamais de certitude, hein, mais on a une idée approximative. Ouais, bon. Alors néanmoins, on va faire ça quand on a la quasi-certitude que les adversaires, en fonction du contexte, vont gagner 4 cœurs. Ouais. Alors, ça ne sera pas des certitudes à 100%, évidemment. Hein. Bon. Mais l'important, c'est de ne pas se tromper trop souvent.
Alors, déjà une petite chose très importante, quand vous avez une main ici, où vous avez décidé de défendre à 4 piques, faites-le tout de suite. Voilà. Dites pas 3 piques en disant on va peut-être me laisser jouer 3 piques, c'est deux idiots. Puis s'ils disent 4 cœurs, je dirais 4 piques après. Parce que là, du coup, vous vous remettez dans cette situation-là qui est beaucoup moins favorable pour vous et beaucoup plus confortable pour l'adversaire. Donc quand vous décidez de barrer à 4 piques, faites-le tout de suite. Oui. Ne dites pas 3 piques pour dire 4 piques derrière. Ça, c'est épouvantable, c'est une catastrophe, faut surtout pas faire ça. Bien. Alors maintenant, on va arriver à quelque chose dont vous avez très certainement entendu parler, mais sans forcément savoir exactement ce que c'était et comment ça marchait. C'est ce qu'on appelle la loi d'élevé total, qui a été découverte par un monsieur qui s'appelait Jean-René Verne, qui s'appelle toujours d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui a révolutionné complètement la façon de voir des grands bridgeurs, alors qu'il n'est pas un grand bridgeur lui-même, dans le monde entier. C'est-à-dire que ça a été repris par tout le monde, les Américains, etc. Bien. Et c'est assez notable parce que, en général, tout ce qui a été inventé au bridge vient des Américains, hein, pratiquement. Toutes les conventions que vous jouez, pratiquement, c'est les Américains qui les ont inventées. Hein. Bon. La majeure cinquième, c'est les Américains, enfin, etc. Bon. Le Steinman, le Blackwood, le Landy, toutes les machins, les conventions, le Texas, tout ce que vous voulez que vous jouez, à très très peu d'exceptions près, c'est les Américains qui ont inventé ça. Voilà, alors pour une fois qu'il y a un Français qui a fait quelque chose d'important dans le monde du bridge, eh ben, on peut lui tresser des couronnes. Bien. Alors, donc, Jean-René Verne, c'est un mathématicien, hein, beaucoup plus qu'un bridgeur. Hein, bon. Et il a découvert quelque chose, c'est donc la loi d'élevé total. Alors, c'est quoi la loi d'élevé total? On va imaginer toutes les donnes où il y a un camp qui est fité dans une couleur, et donc l'autre camp, en général, est fité aussi dans une autre. Bon. Si on prend le nombre d'atouts de nord-sud, qu'on appelle X, le nombre d'atouts de est-ouest, qu'on va appeler Y, et qu'à côté de ça, on prend le nombre de levées que font nord-sud si on les laisse jouer dans leur atout, et le nombre de levées qu'aurait fait est-ouest si on les avait laissés jouer dans le leur. Donc A et B. Eh bien, Jean-René Verne, il nous a dit que, en règle générale, le plus souvent, alors attention, pas toujours, vous allez voir, hein, bon, mais en règle générale, X plus Y, c'est égal à A plus B. Alors, ça ne veut pas dire que X est égal à A, ou que Y est égal à B. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez 9 piques que vous faites 9 levées. Oui, bon. Mais l'addition des deux, les nombres d'atouts, et le nombre de levées de chaque camp devrait, la plupart du temps, arriver sur le même chiffre, sur le même total. Donc c'est ce qu'on appelle la loi d'élevé total. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne en pratique? Alors, je vous ai inventé donc une distribution de 4 jeux. Bien. Vous avez un fit à pique en nord-sud et vous avez un fit à cœur en est-ouest. Une situation absolument banalissime. Bien. Alors, j'ai mis 10 piques en nord-sud et j'ai mis 9 cœurs en est-ouest. Ok? Alors, on va regarder ce qui se passe si nord-sud joue à la tout-pique et ce qui se passe si est-ouest joue à la tout-cœur. Alors, nord-sud à la tout-pique, ils ont tout mettre à pique. Ils ont un cœur perdant, ils ont 2 carreaux perdants et ils ont un trèfle perdant. Tous les atouts suffisants pour faire toutes les coupes qu'ils ont envie, donc ils ont 4 perdantes, ils font 9 levées. Ok? Ici. Si c'est est-ouest qui joue le coup à la tout-cœur, alors, qu'eux ils ont 9 atouts, ils ont un pique perdant, à cœur tout va bien, carreau tout va bien, et ils ont 2 trèfles perdants et pas de défausse. Voilà. Donc ils perdent un pique et 2 trèfles. Résultat, ils font 10 levées. Alors, on va faire les petites mathématiques. 10 piques plus 9 cœurs, ça fait 19. 9 levées à la tout pique plus 10 levées à la tout cœur, aux surprises, ça fait aussi 19. Donc là, vous voyez que sur cette donne, la loi d'élevé total de Jean-René Verne fonctionne parfaitement bien. D'accord? Vous avez vu le principe? Bon. Alors, vous voyez, on n'a pas 10 piques, 10 levées, hein? Oui, bon. Alors, on aurait pu très bien changer un petit peu certaines choses et faire en sorte que, par exemple, nord-sud passe à 8 levées, mais du coup, est-ouest serait probablement passé à 11. Oui, c'est le phénomène, tout simplement, quand il y a une impasse qui rate ou qui marche. Si elle rate pour un coin, elle marche pour l'autre. Ouais. Donc du coup, on diminue le nombre de levées pour le camp nord-sud parce qu'il a raté une impasse, mais du coup, ça augmente celui d'est-ouest parce que lui, il aurait réussi l'impasse en question. Ouais. Bon. Donc c'est basé un petit peu là-dessus. Bien. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que
On peut pas, enfin on peut savoir en général combien on a d'atouts, nous, hein, c'est pour ça que vous avez plein d'enchères qui veulent dire je suis fité avec tant d'atouts, hein, et qu'il faut essayer dans la mesure du possible de pas trop mélanger les feats par exemple avec 3 atouts et les feats avec 4, hein, ou avec 5, hein, c'est pour ça que c'est important, c'est pour ça qu'on vous enquiquine, et qu'on enquiquine les débutants qui comprennent pas du tout pourquoi on fait pas la même enchère avec 3 atouts et avec 4, hein, bon. Donc c'est très important à ce niveau-là, hein. Pas seulement pour ça, mais enfin aussi pour ça. Alors vous voyez bien que, bien entendu, le critère le plus important pour décider ce que vous allez faire en enchère compétitive, ça va être la longueur de votre fit. Voilà. Et plus votre fit va être long, plus vous allez pouvoir monter haut. Alors, pour une raison totalement évidente. Imaginons que ce soit vos atouts. Voilà, roi valet 3e pour as-dame 5e. Bon. À nombre de points égal, quand vous avez ça ou ça, c'est-à-dire roi valet 4e pour as-dame 6e. Bon, si tout le reste, vous avez les mêmes honneurs, il est bien évident que vous allez faire plus de levées à la topique quand vous avez ça que quand vous avez ça. Parce que vous avez tout simplement moins de perdantes déjà à côté, et puis surtout des levées de coupe que vous allez faire en plus grand nombre avec ça qu'avec ça. Bon, donc la longueur de votre fit, toutes choses étant égales par ailleurs, augmente le nombre de levées que vous faites quand vous êtes en face du mort, en général. Bon. Et en contrepartie, pendant le même temps, ça diminue le nombre de levées que vous auriez fait dans cette couleur si c'était l'adversaire qui avait joué le coup. Là, par exemple, quand vous avez ça, la plupart du temps, quand c'est l'adversaire qui joue un contrat à cœur, vous en faites 2. Parce que la répartition la plus probable des piques adverses, c'est 3 d'un côté, 2 de l'autre. Donc vous auriez fait 2 levées. Là, vous avez 10 piques. Donc déjà, si c'est eux qui jouent à la tout cœur, vous ne pouvez pas espérer en faire mieux que 1 et tentant 0. Ouais. Donc forcément, plus votre fit est long, plus vous faites d'élevé quand vous jouez en face du mort, et moins vous en faites quand vous êtes en flanc. Ok? Bon. Alors, comme on ne peut pas toujours compter le nombre d'atouts des adversaires, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, ils enchérissent comme ils veulent, et ça c'est donc quelque chose de pas forcément très fiable, Jean-René, il nous a trouvé un corollaire à la loi des levées totales, qui est ce qu'on appelle la loi des atouts, ou, autrement dit, la sécurité distributionnelle. Bon, ce qui est la même chose. Hein, bon. Et donc, c'est quoi? C'est que, en règle générale, on est en sécurité aussi haut qu'on a d'atouts. C'est-à-dire qu'on peut demander autant de levées qu'on a d'atouts. 8 atouts, 8 levées, donc au palier de 2, 9 atouts, 9 levées au palier de 3, 10 atouts au palier de 4, etc. etc. Bien. Alors, attention, hein, vous allez voir, on va en parler longuement par la suite, c'est des moyennes, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de totalement absolu, évidemment. Hein, bon. Et donc, on va parler tout à l'heure de tous les facteurs correctifs qui pourront vous amener à monter d'un cran, à descendre d'un cran, parfois même de 2, hein, ou à rester au nombre d'atouts, tout simplement. Vous allez voir, donc ça va dépendre d'un certain nombre de critères. Bien. Alors, juste une petite chose qui paraît évidente. Votre partenaire a nommé des piques. Bon, il en a 5, par exemple. Vous savez qu'il a 5 piques. Bon, vous voyez bien que dans les deux cas, vous avez 4 cartes à piques. Bon, je vous ai mis les mêmes honneurs. Si vous me dites, j'enchéris exactement pareil avec cette main-là et avec celle-là, je vais vous dire, là, il y a quand même un truc qui ne va pas. Vous avez beau avoir dans les deux cas 4 atouts, vous voyez bien que ces deux mains-là, elles n'ont pas la même valeur, et que vous ne ferez pas le même nombre de levées à la tout pique avec celle-là et avec celle-là. Vous voyez, bon. Donc vous voyez bien que le nombre d'atouts, c'est un critère évidemment fondamental, hein. Ça va être la base du calcul. Mais si vous vous arrêtez là, ça va pas être bon, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir affiner un petit peu les choses. Bien. Alors, ce qu'on va faire dans la deuxième partie de la vidéo, hein, qui, elle, comme d'habitude, va être réservée aux abonnés, c'est que vous allez voir, on va repartir de notre donne qu'on avait mise là, ouais, et puis on va la modifier un petit peu. On va enlever une carte, on va la changer, on va passer une carte de là à là, une carte de là à là, et puis on va regarder ce que ça nous donne, qu'est-ce que ça change dans le nombre de levées totales, et donc forcément dans la stratégie de chacun des deux camps. Voilà. Donc, à tout de suite pour les abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de connaître la suite, eh ben, n'hésitez pas. Il faut que vous soyez enregistré sur le site, connecté. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pourrez aller dans abonnement et savoir ce qui va se passer derrière. Voilà, à bientôt.